Bonjour chers palabreurs et chers palabreuses. Vous savez tous que le rendez-vous d'aujourd'hui, c'était bel et bien de recevoir un féru soutien de la diaspora, un Congolais qui notamment veut que le changement véritable puisse se réaliser dans notre cité. Donc je reçois M. Aristide Poiti qui va notamment répondre à plusieurs questionnements que les palabreurs et les palabreuses m'ont envoyés, que nous allons donc le soumettre. Bonjour Monsieur Aristide Poiti. Bonjour Lévan Valentin. Alors, aujourd'hui, Aristide Poiti, le doute n'existe plus. Tu es notamment une voix éminente de la diaspora qui soutient le candidat de l'audace. Les élections se tiennent aujourd'hui pour les militaires. On aimerait savoir, est-ce que la partie, notamment de ces votes-là, est peut-être déjà jouée? Est-ce que vous avez confiance qu'il y aura des militaires qui vont se lever, voter pour le candidat de l'audace? Merci d'abord pour cette belle question, parce que je pense que toute la préoccupation des Congolais et Congolaises est de se dire quelle était la finalité, le but de séparer le vote des Congolais en général et de spécifier ceux des militaires en particulier pour une transparence et une démocratie digne de ce nom. Nous constatons aujourd'hui que nous avons particulièrement donné, le gouvernement a donné un point d'honneur aux militaires de voter. Pour nous, c'est une façon tout simplement d'emprisonner la liberté d'expression des militaires, qui sont normalement apolitiques et devaient être neutres. Mais par contre, pour nous, nous pensons aussi que Denis Sassou Nguesso et sa famille, c'est-à-dire sa famille politique, ont conscience que les résultats de 2016 avaient contredit l'estime qu'ils croyaient avoir des militaires. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils veulent en avoir le cœur net et cadenasser en fait leur vote en les sortant du lot de l'anonymat, comme l'exige aujourd'hui la loi électorale et ce qui exige aussi la démocratie en particulier. Et on va faire de telle sorte qu'aujourd'hui, on va faire un chantage, c'est un chantage. Donc, à vous entendre parler, ce vote des militaires est un sondage de la part du gouvernement en place. À vous entendre parler. Bien sûr que c'est un chantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un chantage fait aux militaires, tout simplement, ils se sont rendus compte que les casernes avaient largement débouté le candidat Denis Sassou Nguesso en 2016. Donc, aujourd'hui, ils se disent comment faire de telle sorte qu'on puisse apporter la preuve que les militaires ont voté Denis Sassou Nguesso. Et voilà qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est aujourd'hui de conditionner les responsables de l'ENI d'une part, et en même temps les autorités militaires, et derrière, faire de telle sorte que le militaire, pour son avancement, pour sa vie, pour sa sécurité, n'aura d'autre choix aujourd'hui que de voter pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, nous croyons encore que l'armée et nos vaillants soldats ont une maturité. Ils ont des enfants eux-mêmes, ils ont des femmes, mais aujourd'hui ils sont aussi des grands-pères. Donc ils se disent qu'ils se posent aussi au fond d'eux-mêmes, ces grands soldats de la République, se diront que demain matin, est-ce que mes enfants seront fiers de moi et de porter mon nom, si et seulement si moi aujourd'hui je continue à travailler et à me laisser embrigader par un pouvoir qui ne fait rien pour leur avenir. Et nous rappelons aujourd'hui qu'en allant aux urnes, le candidat Ephraim Mapoula a adressé un message fort aux militaires en leur disant nous sommes là pour que demain matin, si vous nous faites confiance, de ramener, d'élever et de redorer l'image du militaire dans notre cité aussi, et de faire, de redéfinir aussi la place du soldat dans notre société, sans laquelle, notre société, nos institutions et notre société ne pourra être forte. Pour que une société soit forte, il faut qu'on ait une armée impartiale et une armée patriote. Aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous avons aujourd'hui une force armée congolaise ou une force armée clanique? De ce fait, nous demandons
et nous croyons que les militaires se souviendront qu'ils font partie des forces armées congolaises et qu'ils voteront en leur âme et conscience pour le candidat de leur choix, pour le candidat de l'avenir de leur pays, pour le candidat qui va garantir le bonheur de leurs petits-fils de vivre dans un pays de paix qui n'est nul autre que le Congo-Brazzaville. On reproche notamment aussi à votre candidat, M. Dev Mafoula, que c'est un dictateur. Un partisan notamment de ce pouvoir-là, qui aimerait sans doute que ce pouvoir puisse s'éterniser, M. Belingue dit à tue-tête, notamment à Ziana TV, que M. Dav Mafoula se promène avec des militaires armés. Cela est sans doute la preuve que ce monsieur doit être considéré aussi comme un dictateur. Donc je pense qu'il doit aller revoir son dictionnaire. Et je pense que Larousse aujourd'hui a été dévalué. Donc sur Internet, il peut aller définir, voir ce qu'on entend par dictateur. Qu'est-ce qu'un dictateur? En fait, alors je vais vous le donner, en fait, allons-y. Un dictateur, c'est celui qui empêche les Congolais de faire ce qu'ils de penser et de critiquer aujourd'hui le pouvoir à tue-tête, comme tu le dis. Le dictateur, c'est celui-là qui empêche aussi que, par exemple, les autres candidats pour aller dans une région, une ville de notre pays, si le lieutenant demande une autorisation, alors ce qui met en porte-à-faux ces candidats, ces autorités locales, dans la mesure où ils contredisent la loi électorale et les décisions de la loi signées par Denis Sassou Nguesso. Mais les militaires qu'on voit qui se promènent armés avec Dav Mafoula... J'en viens. C'est-à-dire que c'est Denis Sassou Nguesso qui a promulgué l'appel au vote à l'élection présidentielle. C'est le président public qui convoque conformément à la Constitution. Et donc il y a une organisation qui est là. Et cette organisation est faite. Et aujourd'hui, les candidats qui sont retenus pour l'élection présidentielle ne peuvent pas se promener librement dans le pays et faire des meetings partout, tout simplement parce qu'on nous demande de faire des demandes au préfet et au maire une semaine ou 2 semaines avant. Alors que il est dit dans la loi que du 5 au 18 ou au 19, non, je crois que c'est au 19, nous sommes en campagne électorale. Donc les candidats sillonnent le pays pour convaincre le pays. Donc ils peuvent faire, dès lors qu'ils sont reconnus et acceptés comme candidats à l'élection présidentielle, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'on va accorder, ce que Belingue doit savoir, c'est que si M. Dev aujourd'hui est entouré des militaires, c'est ce que aussi exige la loi. C'est-à-dire que la loi accorde aux candidats à l'élection présidentielle une protection. Donc, dans un pays de démocratie digne de ce nom, nous devions avoir ce qu'on appelle des agents de sécurité de haute personnalité. Mais comme dans notre pays, nous sommes dans une forme de militocratie, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui des militaires en tenue armée qui sont obligés de garantir la sécurité du candidat Dev Mafoula. Les militaires qui sont autour de Dev Mafoula, ce ne sont pas des militaires recrutés par Dev Mafoula, sinon on nous accuserait encore d'avoir une atteinte aussi à la sécurité nationale, d'avoir de la création des milices privées. Donc ce sont des fonctionnaires de la République, ce sont des militaires de la République qui sont au service d'un candidat parce que la loi l'exige. Donc si ça tenait qu'à nous, nous aurions demandé d'avoir des agents de sécurité, qu'on appelle ça de haute personnalité, qui devaient être armés normalement, mais pas avec des armes de poing comme on le constate aujourd'hui. Alors, il y a le député Tchalisson qui accuse notamment l'opposition d'être remplie des aventuriers. Il reprocherait simplement que l'opposition congolaise est une opposition qui ne s'est pas vraiment préparée et c'est une opposition qui ne mérite pas de diriger notre cité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à M. Tchalisson? Alors, je ne partage pas. Tchalisson, c'est quelqu'un avec qui, en fait, c'est un frère, un patriote avec qui on discute souvent, et qui est encarté à la majorité présidentielle. Quand Tchalisson traite des autres des aventuriers, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est l'hôpital qui se moque de la charité? Prenons le cas. Aujourd'hui, est-ce que Tchalisson est capable aujourd'hui de défendre, par exemple, ils ne sont pas préparés? Est-ce que Tchalisson aujourd'hui, qui est aventurier? Est-ce qu'aujourd'hui, Tchalisson peut défendre
le programme de Denis Sassou Nguesso. Non. Il est le président sortant. Le problème de Denis Sassou Nguesso, c'est son bilan. Donc tu penses que Talisson devrait plus parler du bilan que de traiter les gens de l'opposition des aventuriers? Mais oui, mais en fait, les premiers aventuriers, c'est d'abord eux, parce que dans la mesure où ils ont eu le destin à conduire la destinée du Congo, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire au jour d'aujourd'hui aux Congolais sur la question de l'hôpital, sur la question de l'eau, sur la question de l'électricité, sur la question de l'éducation, sur la question des salaires des fonctionnaires, sur la question des vacataires à l'enseignement, pour la question de la sécurité intérieure. Pour autant de choses qu'on ne peut pas aujourd'hui défendre. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend Denis Sassou Nguesso en train aujourd'hui de casser en gros son incapacité à diriger le Congo. La preuve, il nous dit pourquoi le Congo n'a pas de SAFU. Mais le problème, c'est que quelle est la politique agricole de Denis Sassou Nguesso? Sassou nous fait aujourd'hui vent d'une création agricole. Mais en fait, en gros, si vous regardez le programme que vous annonce aujourd'hui, c'est un programme qui a été proposé, annoncé de 2016 à 2020 pour une priorisation à l'agriculture. Est-ce que Sassou l'a fait? Sassou ne l'a pas fait. Il prend ce copier-coller de 2016 à 2017 à 2020. Il vient aujourd'hui crier partout. Qui est l'aventurier? C'est Sassou ou encore c'est ceux les autres qui dénoncent? Prenez, on va être juste. Kolela propose un projet clair et net sur la décentralisation, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais il démontre aujourd'hui comment est-ce qu'on peut diriger ce pays en responsabilisant et en définissant les autorités et les responsabilités dans nos régions et pour que le Congo avance. Qu'est-ce que Sassou nous dit? Sassou nous dit, prenons les mêmes, continuons, volons, détruisons, et puis on s'en fout de l'avenir. Ça, c'est la première chose. Dave Mafoula dit la même chose. Au jour d'aujourd'hui, nous rentrons dans un système de décentralisation. Nous avançons en donnant en jetant chaque élément de notre programme. Dites-moi, au-delà de la question des SAFU et du manioc, au-delà de la question, qu'est-ce que le programme de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui? Qui connaît quelque chose sur le programme de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui qui n'a pas dit depuis 35 ans? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Sassou, il n'y a pas de programme. Sassou nous dit, comment il dit ça en fait? Rebondissons ensemble. Mais ils vont rebondir où? Qu'est-ce que vous avez fait pour... Vous êtes tombé où? Donc ça veut dire que continuons ensemble. Continuons ensemble dans la bêtise. Continuons ensemble dans l'aventure. Continuons ensemble dans les incohérences. Continuons ensemble à se gaver. Et en laissant souffrir le peuple congolais, en laissant souffrir les militaires, en laissant mourir... les enseignants, en laissant mourir les gens dans les hôpitaux du Congo. Aujourd'hui, le Congo est piètre en tout. Le Congo, au jour d'aujourd'hui, est piètre en tout. Alors, où se trouvent les aventuriers? Est-ce que c'est du côté de Nzon, du côté de Dave Ifrem Mafoula, du côté de Parfait Kolela, ou du côté de Denis Sassou Nguesso? Tenez, je vais vous donner encore un autre exemple. Où se trouvent les aventuriers? Pendant que les étudiants, les officiers qui sont en RDC ont été chassés dans les à l'internat, parce que le Congo n'a pas fait payer les frais de scolarité, les bourses de ces enfants-là, qu'est-ce qu'on constate? Gildas Ambende Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Il jette de l'argent du Congo dans la rue. Mais cet argent-là pouvait aussi servir à payer les études de ces jeunes garçons qui ne sont pas loin, qui ne sont pas en Russie, qui ne sont pas au Maroc, qui sont en RDC. C'est-à-dire que juste à côté de chez nous. C'est-à-dire qu'à 15 minutes du Congo, nous sommes incapables. Quelle honte! C'est-à-dire que c'est ridicule. La problématique que vous évoquez des étudiants boursiers de l'État congolais est toujours d'actualité parce que même moi, j'ai été contacté par les étudiants boursiers congolais vivant en Russie qui m'ont simplement explicité que leur problème ne cesse pas de s'aggraver. L'État n'a pas encore payé leur bourse et ils ont même des complications pour mieux se nourrir et mieux se couvrir du froid éminent qui se passe là-bas. Il y a Yann Bayoula qui dit notamment qu'il cautionne ce que tu dis, que les premiers aventuriers ce sont les gens de la majorité et qu'au lieu de venir insulter les gens de l'opposition, il faudrait qu'eux-mêmes ils puissent d'abord se regarder dans le miroir. Donc Yann Bayoula, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a dans votre programme à vous, de votre candidat de l'audace, Dave Mafoula, une solution
qui est notamment faite ou perfectionnée pour prendre notamment en charge les boursiers de l'État congolais qui aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer. Mon cher ami, aujourd'hui nous avons une structure qui existe en fait héritée des colons. C'est-à-dire que nous devons, il faut le dire la vérité aujourd'hui. Dans la démarche de notre société, l'enseignement supérieur du Congo travaille en ayant le modèle français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la capacité pour la perfection de notre pays, pour avoir des cadres dignes formés, c'est d'aller de les envoyer se former, venir servir le Congo. À ce titre, le Congo qui envoie est dans l'obligation de respecter les engagements qui sont les siens, c'est-à-dire vous envoyez les enfants dans un pays tiers, vous payez leur bourse, vous payez leur scolarité, afin qu'eux se consacrent à une seule chose, se former pour venir aider le Congo à aller mieux. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça existe. Donc, au Congo, il y a des structures, la direction d'orientation et de bourse existe. Mais qu'est-ce qui manque? C'est le fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas clair dans ce système, c'est le processus qui part du besoin à la satisfaction. Qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce que nous attendons? Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut pour que ces enfants-là deviennent des meilleurs demain? Alors, qu'est-ce que nous on dit? Il y a un budget de l'État. C'est-à-dire qu'il faut évaluer combien d'étudiants nous avons à l'extérieur, combien vont étudier, quel est le besoin du Congo dans la formation et quels sont les points sur lesquels nous pensons appuyer pour que demain matin les enfants... Ça veut dire que quand le budget de l'État, le fonctionnement de l'État, on dédouane aujourd'hui de l'argent pour faire de la formation des Congolais une priorité des priorités. Ça, c'est d'abord le problème aujourd'hui qui incombe à Ephraim Dav Mafoula pour une simple raison. Aujourd'hui, le Congo de demain est à la charge de notre jeunesse. Et donc, mais pour que le Congo de demain soit un Congo fort, un Congo prospère, un Congo uni et un Congo dans la paix, il faudra deux choses. Il faudra aujourd'hui former la jeunesse. Former cette jeunesse-là. Parce que lorsque vous avez formé les gens, ça veut dire que vous les avez éduqués et vous les avez formés, nous sortons du monde barbare, le monde de Hobbes, où à chaque débat, il faut aller prendre les armes. Mais par contre, nous rentrerons dans un monde de débat. Nous ne sommes pas d'accord parce que moi je suis de l'école de France, toi tu es de l'école de Russie et l'autre sera de l'école du Maroc ou du Sénégal, mais nous aurons un problème de priorité, c'est-à-dire d'orientation. Mais il n'y aura pas un débat que tu n'aimes pas ou tu n'aimes pas, ou bien que tu es du nord ou du sud. Il y aura un débat de processus. Comment on fait? On a le même finalité, mais on se dit on va débattre sur la priorisation, par exemple, des priorités par rapport au Congo. Donc Dev pense qu'il est jeune. La jeunesse du Congo aujourd'hui, l'un des problèmes du Congo, tout simplement parce que nos jeunes ne sont pas formés. Nos jeunes, la majorité de nos jeunes sont devenus des Banawewa. La majorité des jeunes du Congo sont devenus des taximens. La majorité, ce n'est pas un mauvais métier, mais est-ce que c'est leur vocation? Mais vous avez des gens qui ont fait droit, vous avez des gens qui ont fait STC, vous avez des gens qui ont fait Doukabou, qui sont des infirmiers, des infirmières. Mais on ne peut pas. Alors, on a Roman Perrin. Trouver du travail. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune structure. Et qu'est-ce que nous on a fait? Deux éléments. Et je fais l'annonce. Pour lutter contre le chômage. Pour lutter contre le chômage, alors. Qu'est-ce que vous allez proposer? D'abord, la première chose, Lévan, au Congo, nous ne pouvons pas évaluer combien de chômeurs nous avons. C'est-à-dire les chômeurs qualifiés et non qualifiés. Et quel est le projet de Dev? Dev dit ceci sur le chômage. La première chose, c'est la formation priorité des priorités. Deuxième chose, c'est dans tous les arrondissements du Congo, nous allons créer des maisons de l'emploi. Et contre les maisons de l'emploi, qu'est-ce que nous pensons de que dans les arrondissements, pas même dans les villages. Donc vous allez seulement vous arrêter dans les grandes villes alors. Mais je te dis, ça dit qu'aujourd'hui, ça dit que dans chaque agglomération, le Congolais doit avoir un lieu où il peut aller se renseigner, s'informer. Est-ce que cela va se passer que dans les grandes villes du Congo ou ça va se passer aussi dans nos contrées? Aussi bien dans les grandes villes que dans les villages où il y a des écoles. Et tu constateras avec moi que la majorité des grandes écoles aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus situés dans les villes. Vous ne me direz pas qu'à Yinda, il y a une université. À Yinda, il n'y a même pas un collège. Les enfants de Yinda vont beaucoup pour étudier.
Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de collège là-bas qu'il faudrait que, il ne faudrait pas qu'eux, ils puissent avoir une maison où ils doivent aller se renseigner en ce qui consiste l'emploi? Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te prendre par exemple l'agglomération de Louargo. Donc, au lieu de mettre une maison de l'emploi, on va mettre une maison de l'emploi à Louargo. Ça veut dire que les enfants de Lemba, de Diosso, vont venir à Louargo et ils peuvent être convoqués, avoir des conseillers d'orientation qui vont les suivre, suivant quelle formation, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il veut faire. Ce qui nous permettrait aujourd'hui de définir les besoins. Aujourd'hui au Congo-Brazzaville, les Val, dans les plusieurs structures de métiers, nous n'avons pas ce qu'on appelle des agents de maîtrise des éléments. Je prends par exemple dans tout ce qui est communication. C'est et tout le reste. Le Congo, qu'est-ce que le Congo va faire? Le Congo va chercher des personnes qualifiées au Cameroun et en Côte d'Ivoire pour venir prendre ce travail-là. Monsieur Thierry Mongala avait pris l'engagement en 2015 de pallier à ce manque. Nous sommes en 2020. Posez la question à monsieur Mongala. Qu'a-t-il fait de cet engagement? Où se trouve l'aventure? Qui sont les aventuriers? Alors, il y a Roman Perrin qui dit que il est en train de mener une grande mobilisation de bouche à bouche pour inciter les gens à voter pour le candidat de l'audace, M. Dave Mafoula, à Pointe-Noire. Et il dit aussi en conclusion qu'il faudrait que le candidat de l'audace, Dave Mafoula, puisse inciter les gens à récupérer leur carte d'électeur lors de ces meetings. Donc, nous l'avons déjà dit et nous l'avons déjà crié. Nous avons dit que pour qu'on soit fort, il faut que tous les Congolais et toutes les Congolaises aillent récupérer leur carte pour être forts. Nous ne donnons pas une occasion à ce pouvoir demain matin d'avoir l'excuse de l'abstention. Il faudra aujourd'hui que le Congo se rende compte que ce pouvoir de Denis Sassou Nguesso se rende compte aujourd'hui que le Congolais en a marre. Le Congolais a vécu vos indifférences, a vécu vos injustices, a vécu vos inconsidérations et le Congolais doit décider. Et la femme congolaise, l'homme congolais, doit aujourd'hui prendre en main son avenir. Arrêtons avec ces conneries de 2000 francs, casquettes, chapeau, en pensant que non, allez, vous voyez le Denis Sassou Nguesso qui va chanter Bandanayo, en plus hors gamme. Sassou est en train de chanter Bandanayo, mais hors gamme, il n'est même pas convaincu de ce qu'il est en train de chanter. Ça montre qu'il est désabusé, il est désavoué, il est conscient qu'il n'est pas désavoué. Je vais donner un exemple simple, Levan. Antoinette Denis Sassou Nguesso était à Pointe-Noire. Elle a tenu un meeting en Vili. Et je vais te faire la traduction de ce qu'elle a dit aux gens de Luango. Elle a entendu les réclamations pourquoi les gens n'ont pas voté Denis Sassou Nguesso en 2016. Donc, premier aveu, qu'ils sont conscients que Pointe-Noire n'a pas voté Denis Sassou Nguesso en 2016. Donc, elle reconnaît ça. Ça, c'est un. Elle le dit. Hein. Ça, c'est deuxième chose. Oui, parce que le président a dit qu'il va faire l'agriculture et le tourisme à Luango pour faire travailler, à Pointe-Noire pour faire travailler des gens. C'est aujourd'hui que Sassou va penser qu'il faut valoriser le tourisme à Pointe-Noire. Où était-il depuis longtemps? Il y a un ministère du tourisme au Congo. Mais Madame Soudan a toujours dit que le tourisme au Congo fonctionne. Mais elle-même, mais la preuve, je te donne l'exemple, je te dis ce qu'Antoinette Sassou a dit à peine hier à Pointe-Noire. Antoinette a dit Sassou va créer des sites touristiques dans tout le Congo pour que les Congolais travaillent. Non, le seul métier, ce n'est pas d'être conseiller, mais le Congolais n'a pas besoin d'être conseiller au ministère de tel ou tel. Ou encore assujetti, faire la queue. Non, le Congolais a besoin d'être formé, avoir son job, manger, vivre, s'occuper de sa famille. Alors, il y a M. Juste Prudent Soko qui reprocherait notamment au candidat Dave Mafoula, candidat de l'audace à cette élection majeure de notre cité, qu'il ne peut pas aimer Marien Ngouabi, le fondateur du PCT, en rejetant par une soustraction maligne et astucieuse son parti. Il conclut en disant que le PCT a le même esprit et notamment l'âme identique avec celui qui a fondé le PCT. Donc s'il rejette le PCT,
il doit aussi rejeter l'eau avec le bébé. Par conséquent, il ne peut pas aimer Marien Ngouabi sans le PCT, sinon il devient un jeune démagogue précoce. Qu'est-ce que vous répondez à monsieur Juste Prudence Oko, porte-parole du PCT France? Le problème de Juste Oko, qui est le porte-parole du Parti congolais du travail France, c'est d'abord la démagogie, la malhonnêteté intellectuelle et la non-maîtrise de la sphère politique. Les présidents honorés par Dave Ifrem Mafoula, donc qui ont dirigé le Congo, il y a deux éléments. Il y a le parti qui soutient et il y a l'engagement de l'homme et le peuple. Lorsque le Congolais pense à Marien Ngouabi, le Congolais ne pense pas systématiquement au PCT. Lorsque le Congolais pense à Pascal Dissouba, le Congolais ne pense pas directement aujourd'hui à l'UPADES. Lorsque le Congolais pense à Yombi, le Congolais ne pense pas à la GMNR ou la comité, je ne sais pas comment ils appellent ça, comité militaire, et le PCT en même temps. Donc même aussi demain aussi, lorsque nous ferons l'histoire et le bilan de Denis Sassou Nguesso, soit que les gens du PCT vont dire que c'est le problème de Denis Sassou Nguesso, pas du PCT, et le Congolais rappellera que vous, le PCT, vous n'avez pas aidé Denis Sassou Nguesso à être mieux. Mais or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Marien Ngouabi a été un homme avec le peuple, pas un parti avec le peuple. Yombi Opango, avec tout ce qu'on peut reprocher à Yombi, mais il a été aussi un homme d'État. Mais alors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dave ne va pas aujourd'hui, si demain il est élu, faire abstraction de notre histoire. Nous n'allons pas couper l'histoire, non. Dave se souviendra de ce que le bien et le mal de Youlou. Dave se souviendra de ce qu'a fait Massamba Deba. Dave se souviendra de ce qu'a fait Marien Ngouabi. Dave se souviendra de ce qu'a fait Yombi, Tissouba et Sassou. Parce que c'est cette histoire-là, c'est ce diagnostic-là qui va nous permettre aujourd'hui de dire plus jamais ça que annonçait Jean-Pierre Tikaya en son temps. Alors, plus jamais ça. Donc, dans plus jamais ça, nous prendrons dans les manquements de Sassou, les manquements de Lissouba, les erreurs de Yombi, les erreurs de Youlou et Massamba Deba. Et nous prendrons le meilleur d'eux pour que nous puissions consolider l'unité nationale du Congo, pour que nous puissions consolider le progrès du Congo et puissions mettre le Congolais au travail, parce que c'est par le travail que le Congolais va se valoriser. C'est par la formation et le travail que nous puissions au jour d'aujourd'hui retrouver la gloire et la fierté d'être Congolais et de se dire Congolais. Mais non, à Juste Oko, c'est normal, il veut faire le beau, parce que ça fait un moment qu'il attend un poste au Congo-Brazzaville. Parce que là encore, l'âge de la retraite, ça annonce pour lui. Donc il faut que vite fait qu'on puisse trouver un poste et il va nous dire ce que nous voulons entendre. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Mais c'est juste qu'on doit se rendre compte au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas être un homme d'État et faire abstraction à l'histoire. Parce que le chef d'État assume l'histoire. Je vais le rappeler juste une seule chose. En 92, Denis Sassou Nguesso, face à la télé, face aux Congolais, avait dit qu'il assumait les fautes commises par ses prédécesseurs. Donc il a assumé l'histoire. Mais le problème, il n'a pas transformé les faits. Il a continué dans les erreurs. Mais nous ne dirons pas que nous assumons les erreurs de Denis Sassou Nguesso. Non, nous allons dire que Sassou Nguesso a été un piètre président. Et en étant un piètre président, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a dévalorisé le Congolais. Au jour d'aujourd'hui, il a tué l'honneur du Congolais. Au jour d'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a humilié la nation congolaise. Alors, donc, pour qu'on avance demain, il faut des gens qui vont redorer l'image du Congo et qui vont aujourd'hui remettre au cœur de notre République le Congolais et le mettre au travail en donnant les moyens de s'émanciper. L'émancipation du Congolais est devenue aujourd'hui un leurre avec Denis Sassou Nguesso et ses amis. L'émancipation, le bonheur du Congolais. Est-ce que le Congolais pense au bonheur? L'eau. Déjà, juste l'eau. C'est une denrée rare. L'électricité, n'en disons point. Le Congolais, quand tu vois même juste les... Comment on appelle ça? Et aujourd'hui, il y a des classes aujourd'hui, même les... comment vous appelez ça? Manger, c'est devenu un problème. Mais c'est toujours sous Denis Sassou Nguesso.
Alors, Donc, soyons sérieux. Alors, il y a notamment des gens qui sont dans l'entourage de M. Willy Etoka, Oui. qui notamment disent que M. Willy Etoka trouve subliminal de ne pas nier que la personne qui est notamment mieux pour le bonheur du progrès au Congo, ce n'est autre que le président Denis Sassou Nguesso. Et il a notamment dit que la majorité de ceux qui rêvassent à une alternance en République du Congo, ce sont des gens qui doivent comprendre simplement que Denis Sassou Nguesso est l'homme qu'il faut encore et toujours pour le progrès du Congo. Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? Mais qu'est-ce que tu penses que je peux te dire? Si au jour d'aujourd'hui, on donne à M. Willy Etoka la possibilité de voler de l'argent et d'en distribuer et de faire des fêtes tous les jours sans penser aux Congolais, et en pensant qu'il devient un homme comment on appelle ça, de paix ou encore une gentille personne, lorsqu'il prend de l'argent, il va financer à tel musicien ou encore donner à quelques Congolais qui souffrent de son entourage qui vont le reconnaître. Donc en fait, il forme ces acteurs-là qui vont le soutenir et qui pensent que ce que Willy Etoka fait, c'est bien. Mais ce que nous disons aujourd'hui, au lieu de donner aux Congolais le poisson, on veut apprendre aux Congolais de pêcher leur poisson. Donc ils vont manger à leurs besoins. Si aujourd'hui tu veux me donner l'argent, prenons le cas aujourd'hui, monsieur aussi bien Willy Etoka que Gilda Bendisso. L'argent qu'ils distribuent au jour d'aujourd'hui, il suffit qu'on ferme le trésor public, ils n'auront plus cet argent. Ils vont maigrir, ils vont perdre 70 kilos en 2 mois. Parce qu'ils vont vivre des souvenirs. Et les Congolais leur promettent là, le jour que viendra l'alternance, que moi, j'ai une seule prière, je n'ai qu'un seul désir. Qu'ils vivent longtemps, pour qu'ils vivent des souvenirs. Tels furent les enfants de Mobutu, qui aujourd'hui vivent que des souvenirs. Mais nous, l'objectif, c'est qu'ils seront au Congo. Aucun n'ira loin, ils seront au Congo avec nous. Et on leur dira, voilà, là vous avez fait ça, regardez ce que nous on fait. Parce que nous allons arrêter avec l'impunité. Un enfant d'un ministre commet une bêtise, il va à la justice. Et s'il est sanctionné, il sera sanctionné. S'il est déclaré fautif, il sera sanctionné. Il n'y aura pas de passe-droit. Le Congolais, que ce soit le fils de ou le fils de Borézanga Kombo, sera traité à part égale. Alors, il y a notamment aussi M. Firmin Ayessa qui a eu à dire des propos qui ont fait du tohu-bohu. M. Firmin Ayessa dit que pour la plupart de ceux qui sont les candidats face à M. Denis Sassou Nguesso, ce sont ses enfants. Et pour lui, un enfant qui veut affronter son père finit toujours mal. Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? D'abord, c'est la preuve de ce que je t'ai dit tout à l'heure. M. Firmin Ayessa a été vice-premier ministre de la République du Congo. Et pendant longtemps, il a été, je pense, aussi ministre et directeur, je pense, conseiller ou directeur du cabinet de Denis Sassou Nguesso. Donc, en gros, il devait être le porteur de l'idée de Denis Sassou Nguesso, de la politique de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui nous dégage de ces affirmations? Il nous dégage de l'intimidation, la violence. Il nous dégage quoi? Il nous dégage le chantage de la violence. Quand il dit, moi, namoke, na moto, à Rosika. Et il nous fait le chantage de ce que nous on faisait dans nos quartiers. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans notre quartier, on a au final, il y a pas d'habitude. Bon, le goût, il y a le sous. Donc c'est enfantin. C'est même pas digne d'un ministre. C'est même pas digne d'un homme de sa carrure qui a fait carrière en politique, qui devait savoir il faut savoir tourner sa langue 7 fois avant de dire n'importe quoi. Il veut dire des bêtises, mais c'est la preuve de l'absence de projet. Lorsque vous n'avez pas de projet, vous passez par la violence. Et mon père me le disait en fait. Quand nous on mangeait à table, mon père était un homme de débat. Et quand on avait un frère un cadet qui s'énervait, mon père me disait toujours, c'est ceux qui s'énervent souvent, ce sont ceux qui n'ont pas d'argument. Et M. Ayessa a donné la preuve que, au lieu de parler du bilan de Denis Sassou Nguesso, au lieu de dire aux Congolais que voilà ce que nous avons fait et voilà ce que
nous allons faire, ils sont incapables de défendre leur bilan. Et pour ne plus défendre leur bilan, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent le probe sur les autres et la menace sur les autres. Est-ce que nous allons continuer à croire sur leur menace? Non. Toyebi Bango. Diswana Sera, il est rayé, Toyebi. On connaît comment ce qui fonctionne, on connaît comment ce qu'ils pensent, on connaît comment ce qu'ils respirent, on connaît comment ce qu'ils volent, on connaît comment ce qu'ils montent. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de les croire. Personne ne les croit. Ni Denis Sassou Nguesso, ni Jean Elvis Okombi, ni Justoko, ni prenez qui vous voulez. Au-delà de l'argent, bon, ils appellent tel groupe, on met de l'argent, ils mettent, regardez, je vais vous donner un exemple. Sassou Nguesso était à Oyo, on a vu des accidents, personne n'en a parlé. Sassou a ramené des gens de Brazzaville, de Pointe-Noire pour venir à son meeting de Dolisie. Mais qui nous fasse la preuve qu'aujourd'hui, comme fait Dev aujourd'hui, d'aller dans une ville de façon spontanée et d'arranger les gens. Et comme il a pas honte, il a peur que allez amitié bâtonner, t-shirt, tamboli, et puis finalement mais Antoinette a dit ça, je te rappelle ça aujourd'hui. Tu sais ce qu'Antoinette a dit encore en Vili? Antoinette Sassou Nguesso a dit ceci. Vous êtes nombreux aujourd'hui ici. J'ai vu, vous avez vu des t-shirts et tout le reste. Et le jour du vote, vous allez parfois nous surprendre. Au lieu d'aller voter, vous n'irez plus voter. Vous allez voter d'autres personnes. Ça, c'est Antoinette et Denis Sassou Nguesso qui le dit. Mais heureusement, il le dit en Vili. Donc, ça veut dire qu'ils savent très bien. Et c'est là où je te dis, et depuis le début de cette campagne, nous disons le Congolais est mature. Chance, bossalité, maloyo, to changer. Attends, regarde la preuve, c'est que 5 ans après, ils reconnaissent que. Alors, il y a Roman Perrin qui dit que le Congolais n'est plus debout fièrement partout, c'est honteux. Mais il précise en disant qu'il a lu le programme de Dev Mavula, le candidat de l'audace, mais il n'a pas trouvé le plan de ce candidat-là pour amener un bon climat des affaires au Congo. Deux choses. Alors, vous savez, au Congo, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce serait démagogue et démagogique d'être là et de venir de déballer aujourd'hui de façon intellectuelle un programme et comment est-ce que nous allons procéder. Pourquoi? Parce que au Congo, aujourd'hui, le gros problème du Congolais, c'est d'abord la mentalité. C'est-à-dire que le problème du Congolais, nous avons les institutions et les procédures et les modes opératoires existent. Ça, il ne faut pas le nier. Ce sont les modes opératoires hérités du colon que nous avons souvent pas aussi modifiés et que nous avons tout simplement améliorés. Donc, c'est juste aujourd'hui un management de l'entreprise, un management politique que nous devons apporter. C'est-à-dire un management de performance et des résultats. Tu es directeur, par exemple, de CFCO, il faudra aujourd'hui amener l'entreprise à faire plus de chiffre d'affaires, il faudra aujourd'hui penser à la sécurité santé des travailleurs, il faudra penser à maintenir l'environnement de travail et l'environnement aussi, le milieu d'exercer, à prévenir notre environnement, mais à faire de telle sorte que le Congolais puisse travailler mieux. Ça, c'est des choses qu'il faut voir que nous puissions avoir de la rentabilité. Il n'y a pas grand problème. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que le programme, c'est faire un cours d'économie. On va faire telle chose. Non. Aujourd'hui, nous avons une conscience juste de management. Et dire aux Congolais, là où on te met pour avoir des résultats. Ça veut dire que le ministre de l'enseignement défendra l'enseignement. Le ministre de l'Industrie va défendre l'industrie. Le ministre de la réforme des institutions et de la fonction publique sait ce qu'il doit faire. Ce qui permettra au jour d'aujourd'hui d'avancer dans une mentalité claire. Juste, nous sommes que 5 millions, les gars. Nous sommes 5 millions d'habitants. Donc nous pouvons faire mieux. Mais nous avons un problème de mentalité. Et nous sommes conscients au jour d'aujourd'hui que les bases sont là. L'expertise y est parce que le Congolais est intelligent. Le Congolais est bon dans son domaine. Mais par contre, il faut lui donner l'espace et les moyens de le faire. Et la rigueur nécessaire. Et pour cela, il faut un chef. Le chef, c'est qui? C'est un manager. Le président de la République est un manager. Donc, il distribue le rôle, il contrôle, parce qu'il est le seul à rendre compte aux Congolais, parce que c'est la seule personne qu'on a votée par voie directe.
le président fait et défait les ministres. Mais le président de la République, il a un mandat de 5 ans face aux Congolais. Mais donc, ça veut dire qu'il est un manager. Il dit aux Congolais, j'ai besoin. Donc, on va prendre les entreprises d'électricité, les entreprises de la distribution d'eau. On va leur dire, voilà ce que nous voulons. Électricité pour tous, l'eau pour tous. Comment faire? Mais il faut revoir nos canalisations, il faut revoir nos installations, il faut relever la capacité pour distribuer, par exemple, notre électricité, pour que les villes se développent. Et donc, il y a plus de besoins. Mais nous avons les mêmes installations que laissées par le colon. À l'époque des colons, le Congo, nous étions combien? Nous étions 1 million ou 2 millions. Mais ça fait 60 ans que nous avons les mêmes structures. Alors, voilà ce que la vérité. Il y a Jacques Loubello qui disait que celui qui devait sauver le pays, vous l'avez transformé en diable. Les autres commencent à se demander où se couche le soleil. Certains commencent à se demander où se lève le soleil et d'autres ne savent même plus s'ils vont voir le soleil. À travers ces propos de Jacques Loubello, qui sont des propos très réflexionnels, j'aimerais sans doute aussi savoir quelle est la politique qui sera appliquée par le candidat Dave Mavula, le candidat de l'audace, pour notamment mieux structurer la vie musicale dans notre cité. Parce que vous êtes sans ignorer que les musiciens congolais, non pas seulement traversent plusieurs calamités pour mieux s'affirmer, pour mieux gagner leur pain, mais ce sont aussi des personnes très appauvries et qui ne sont pas souvent aidées par nos gouvernants et qui aujourd'hui tombent dans une bassesse que nous faisons tous le constat, qui est dans l'ignominie pensive. C'est-à-dire que les musiciens congolais font souvent des hurrahs à des gouvernants véreux ou à des hommes d'affaires qui n'ont pas vraiment le mérite d'avoir ce profil. Alors, quelle sera la politique de Dave Mavula envers les artistes congolais de notre cité? Deux choses. En fait, ce qu'on dira à tous les Congolais, c'est-à-dire que les musiciens congolais, les artistes, ce que nous allons leur demander, c'est d'abord, l'objectivité, l'impartialité et l'autonomie. Pourquoi? Quand vous avez affaire à Tchénéo, qui vous chante Ambendenge Sodemi Dieu, d'accord? Vous êtes là, vous chantez ce monsieur. Est-ce que affaire à Tchénéla pense ce qu'il dit? Non, parce qu'il a pas famille n'a point d'oreille. Il sait très bien que ce qu'Abouaki Ambendengeso va lui donner une voiture. La preuve, Ambendenge lui a donné une voiture. S'il chante Ambendengeso, va lui donner ce que nos amis de la RDC appellent Epakolami. On va lui donner aussi son Epakolami sans problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont justes? Non. Mais maintenant, regardez de l'autre côté. Il y a ces jeunes musiciens aussi artistes au Congo-Brazzaville qui chantent, par exemple, qui dénoncent la situation d'aujourd'hui. Ils disent que non, laissez le pouvoir aux jeunes, vous aussi vous avez déjà trop fait. Qu'est-ce qu'on a fait de ces jeunes-là? Ils sont matraqués. Ils ne sont pas libres de ce qu'ils disent. Mais ils ne sont pas aussi soutenus. Donc ça veut dire que Dave pense ceci. Dans notre débat, c'est de mettre en place une structure qui va accompagner les artistes, des studios pour que les musiciens puissent en même temps réaliser toutes leurs capacités, s'exprimer librement, et aussi des structures, par exemple aujourd'hui, des points de vente de leur performance, de leurs fruits, le fruit de leur travail, et de préserver la propriété intellectuelle de ces artistes-là, afin qu'ils vivent de leur travail. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ne sont pas dépendants d'un gouvernement, des ministres. Ça, c'est la première chose. Et ce que Dieu ferait aussi, c'est que nous prendrons une décision que pendant le mandat de Dev, aucun musicien ne chanterait pour un ministre, ni le président, ni les enfants du président, ni les enfants du ministre. Il n'y aura pas de le président de Minga Galbeso, Christelle Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas qui encore, le maire de Kintélé, ou encore Claudia Sassou. Il n'y aura plus ces histoires-là au Congo-Brazzaville. Le musicien doit faire comme nos amis, nos aînés, les Youlous, qui chantaient
mais sans pourtant avoir comme Denis Sassou Nguesso, citez-moi le jazz de l'époque au Congo-Brazzaville, comme les banques de la capitale, où je ne sais pas quoi encore, où vous avez entendu le nom de Youlou, de Massamba Deba, de Ngwabi. Même de Yombi dans un truc. La seule chanson que nous avons entendue, Babouaka Yombi pour la première fois, c'est orchestré par le pouvoir. Yombi a tout volé, on le mettra au poteau. Mais est-ce que les musiciens ne vivent pas de leur... Aujourd'hui, on ne parle pas de Loubello. Aujourd'hui, on ne parle pas de Youlou. De quoi on appelle ça? De Youlou Mabiala. Si. Sortez-moi le truc de... comment on appelle ça? Yatama, de Fernand Mabala. Babouaka Nakati. Prenez-moi des chansons de... comment on appelle ça? Apara. Comment on l'appelait en plus le musicien? Rafa Bunzeki. Rafa Bunzeki. Regardez, prenez toutes les chansons de Rafa Bunzeki. Il y a le nom de qui dedans? De quel enfant du pouvoir là-dedans? Il n'y a ni les Kolela, ni les Yombi, ni les Ngwabi, les enfants Ngwabi qui sont point. Alors, donc, si on comprend bien, Dave Mavula, le candidat de l'audace, va mener une lutte féroce envers ces musiciens-là qui feront des dédicaces pour les ministres. Non, c'est juste un décret. C'est-à-dire que nous allons prendre une décision ferme que au Congo-Brazzaville finit de chanter pour les musiciens, les Congolais. Ça veut dire que le musicien, l'artiste doit... Quel est le rôle de l'artiste? L'artiste doit dénoncer. C'est-à-dire que l'artiste va faire de telle sorte que le politique se comporte mieux. L'artiste va faire de telle sorte que le politique puisse écouter la voix du peuple. L'artiste, c'est le porte-parole du peuple. L'artiste, ce n'est pas un chantre, un atalak ou d'un enfant d'eux, parce que là-bas, il y a l'argent. Dans un pays qui se respecte, Roga Roga ne serait même pas allé, par exemple, dans les meetings de Sassou Nguesso. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Nouvel Horizon, il y a aussi d'autres artistes. Aujourd'hui, faut le dire, dans un pays qui se respecte, où est la justice? C'est-à-dire, moi, quand j'entends Roga Roga, j'aime la musique de Roga Roga, et puis je viens et il nous dit de continuer à Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, Sali Bisso Boyazengo. Mais il connaît combien les Congolais ne mangent pas à leur faim? Il connaît combien les Congolais ont des difficultés pour se faire soigner? Il connaît combien les Congolais aujourd'hui, le Congo compte plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et tu sais qui sont les patrons de ces écoles privées? C'est les ministres de la République, c'est les hauts fonctionnaires de la République, c'est les conseillers de Denis Sassou Nguesso, c'est les maires des villes du Congo, c'est les préfets qui sont eux-mêmes les promoteurs de ces écoles. Ils ont eu l'argent où? C'est l'argent du Congo. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que ils ont tué l'école publique pour l'école privée. Ça veut dire qu'un parent qui n'a même pas un salaire, qui ne travaille pas, il a 5 enfants. Donc un enfant à l'école primaire, c'est 10 000 francs par mois. Au collège, c'est 15 000. Au lycée, c'est 30 000. Mon cher, dis-moi. Bon, ce parent-là, elle m'a remis caté. Atika mikate la tongo na ubia na poko ateki mwa kangala ngai. Ateki pe bakonga bi pe boju bakoko sho boche. Bana ba ko batanga ndeni. Batanga ndeni. Baotanga na ndenga pasi. Bon, comme pour Valia, nda ko boji asute. Moi na 14h sanini. Poko sa kindumba. Donc ba papa wana pe ba pétrolier pe ba komo luka bana mike. Oh non, on cherche des petits Mbappé. Ba comment on a des petits Mbappé, c'est un but mais personne ne regarde. Mais moi, alors, nous allons aussi parler de la diaspora qui sans doute dans cette élection n'est pas à mettre dans les oubliettes parce que c'est quand même félicitant, je tiens à le dire à travers ce direct-là, pour vous. On a vu notamment pour la première fois un candidat à l'élection présidentielle nommer plusieurs personnes de la diaspora à ses côtés pour notamment l'accompagner dans cette aventure qui n'est pas moindre de l'élection présidentielle. Alors, bonjour Zoé Mumboyo. Alors, on aimerait savoir, en tant que membre de la diaspora, quelle est la décision prise par Dave Mavula, le candidat de l'audace, pour que la diaspora congolaise ne puisse toujours pas être négligée en ce qui consiste les votes. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise ne vote pas.
est-ce que dans votre programme à vous, de la présidence, que M. Dave Mavula a notamment réfléchi, il y a une solution à cela. Une fois élu, est-ce qu'il va appliquer cette volonté-là que la majorité des Congolais de la diaspora aimerait bien que cela puisse être réaliste, le vote puisse être accordé aux Congolais de la diaspora? Levan, la question des votes congolais, ce n'est pas aujourd'hui un problème. C'est une application qui pose problème. Aujourd'hui, au Congo, il est reconnu que les Congolais, d'où qu'ils soient, doivent avoir le droit de voter. Maintenant, il appartient à l'administration d'accompagner matériellement et de mettre en place les structures nécessaires et le processus nécessaire, pour recenser les Congolais partout où ils sont et en même temps leur donner les moyens, les procédures nécessaires pour qu'ils puissent avoir leur pièce d'identité, leur carte de vote et le moment opportun d'aller voter pour ces Congolais. C'est pourquoi dans notre politique avec le ministère de l'Intérieur, il sera dédié cette place importante, pas fictive comme on a vu aujourd'hui. On ne veut pas le dire que le ministère des Affaires étrangères, mais le ministère des Affaires étrangères sera aussi le ministre des Congolais des étrangers. Pour nous. Pourquoi? Parce que le Congolais des étrangers doit prendre toute sa part dans le développement du Congo. Et il doit être considéré, sa voix doit être entendue. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte cette dimension des Congolais de l'étranger, les contrôler, les structurer, les voir là où ils sont, pour que nous, demain matin, nous puissions aujourd'hui leur demander des comptes. Qu'avez-vous fait de la République? Aujourd'hui, on peut accuser la diaspora congolaise, les diasporas congolaises. Mon cher ami, beaucoup de choses au Congo-Brazzaville, c'est parce que la diaspora parle. Beaucoup des erreurs de nos militaires, ils ont toujours peur de ce que font notre diaspora. Tant juste Oko est rentré dans sa caverne. Parce qu'à un moment donné, la diaspora, elle sait aujourd'hui qu'elle ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, parce que la diaspora n'est pas une diaspora passive, comme on va au Congo. Ici, il hausse le temps, il nous dit des bêtises, on le recadre. C'est ça le problème. Et la preuve aujourd'hui, dans cette campagne électorale, vous n'avez pas aujourd'hui ce qu'on appelle des discours clairs et nets, comme on l'avait vu avec Patrick Ndion, le président des Congolais du PCT France, et M. Juste Oko, pavaner les plateaux télé à l'époque et en parler de défendre le programme de Denis Sassou Nguesso à l'époque par rapport à aujourd'hui. Parce qu'en 2016, ils savent très bien qu'on les attendait au tournant avec les images sur Zena TV où ils nous disaient « Ok, nous avons fait des erreurs, avec la Nouvelle République, nous allons faire mieux. » Donc on les attendait pour qu'ils nous disent quel est le mieux. On ne les a pas entendus. Vous avez vu quelque part John qui parlait du programme de Denis Sassou Nguesso? Non, parce qu'ils savent très bien que les Congolais ont de la mémoire, et particulièrement les Congolais de l'étranger, nous avons de la diaspora, nous avons de la mémoire, et on va le leur rappeler. Alors, nous sommes prêts aujourd'hui à donner le Congolais, nous comptons sur le Congo. C'est pourquoi Dave Ephraim Mafula, en tant que candidat, est convaincu d'une seule chose. Il ne s'agit pas de décrier en disant que les Congolais de la diaspora n'est pas unie. Non, on n'a pas besoin d'une diaspora monopartiste. Non. Nous, on a refusé le Congolais monopartiste. Le Congolais doit dire ce qu'il veut, ou ce qu'il entend, n'importe où, comme il entend, comme il le veut. Tu aimes Dave, tu le dis. Tu n'aimes pas Dave, c'est ton problème. Mais tu dis, tu argumentes, tu es libre. C'est pas aujourd'hui que quand tu dénonces les méfaits et les devoirs de Denis Sassou Nguesso, on va te dire non, attention, tu es sur la liste rouge à Mayamaya. Non. Alors, donc, Dave pense ceci, il faut que le Congolais soit, on faut laisser. On n'a pas besoin d'une pensée uniforme. Il faut laisser les Congolais libres de leurs pensées et les convaincre pour aimer un projet, un point, un élément. C'est ce qui ferait qu'on puisse améliorer. C'est parce qu'on a conscience de nos limites que nous sommes capables de corriger et de s'améliorer pour que le Congo avance. Alors,
nous allons aussi petit à petit à la finitude de notre conversation, mais il y aura quelques questions aussi que je vais te soumettre. Aristide Poitiers, il y a un fait qui est devenu une véracité dans notre cité, qui est celui des loges. Aujourd'hui, on sait tous que dans notre cité, il y a une dominance de la franc-maçonnerie. Et il y a toutes sortes, notamment des propos arcousins qui sont relayés sur la franc-maçonnerie. Dave, une fois élu, quelle sera sa politique, notamment vis-à-vis de ces loges ou notamment de la franc-maçonnerie, qu'on le veut ou pas, qui s'est vraiment implanté dans notre cité et où nous avons simplement des sympathisants comme les adhérents qui tissent bel et bien une amitié forte jusqu'à favoriser bel et bien entre eux, entre notamment ceux dont ils aiment considérer comme les frères, à des postes qui leur sont peut-être pas destinés. Quelle sera la politique donc de Dave pour lutter face à une telle force maçonnique? Ok. Maintenant, sur la question de la franc-maçonnerie ou encore de toutes ces communautés philosophiques qui existent et qui fleurissent au Congo, c'est d'abord une démagogie du pouvoir. On a fait croire aux Congolais, c'est comme aujourd'hui, ça dit que ça n'existe pas que la franc-maçonnerie. Mais même un temps aussi dans les églises de réveil. Il faudrait qu'on arrive aussi à prendre les décisions. La même configuration, la même philosophie qu'on a imposée dans les loges qui fleurissent au Congo-Brazzaville, c'est exactement aussi la même drogue qu'on a imposée aux Congolais en leur laissant le libre choix des églises de réveil, qui n'ont aucune vision théologique ni philosophique de développement. Et nous, dans l'Église catholique, avait une expression qui dit « Dis-moi, quelle est ta religion, je te dirai quel serait ton développement. Maintenant, par rapport à ces loges, c'est un emprisonnement de la conscience humaine, et la conscience congolaise en particulier. C'est-à-dire qu'on fait croire aux Congolais que ton développement n'a de sens que si tu adhérais à telle ou telle loge pour avancer. Et dans cette effectivité, vous avez vu, les patrons de ces loges, c'est souvent les hommes politiques qui ont l'argent, et donc, ils tiennent ces adeptes-là moyennant un financement quelconque. Mais comme ces adeptes-là retrouvent un bien-être dans cette adhésion, donc ils se trouvent... Au Congo, il y a aussi des politiciens, hein? Il n'y a pas seulement les hommes d'affaires. Au Congo, il y a aussi des politiciens. C'est pourquoi il y a cette adhésion, ça dit, je parle des hommes politiques. Quand tu vois Dominique Okemba qui tient une loge, donc ça veut dire que si vous prenez un petit qui est dans sa loge et que chaque compte il a fait, Dominique lui donne 200 000, à quoi bon encore aller se former, à quoi bon faire des choses alors qu'il peut, tous les week-ends il a 200 000. Donc finalement il continue. Mais dans le fond, au-delà de la mystification de ces loges, mon cher ami, il n'y a rien. Comme disait Chirac, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. C'est du leurre. En gros, la franc-maçonnerie en tant que telle, c'est un cercle de réflexion sur des grandes questions de notre société, sur les questions de la conscience, de l'entrepreneuriat, de l'économie, de la politique, de la santé. Et donc, on arrive et on débat. Aujourd'hui, au Congo, nous avons fait de cela un endroit d'allégeance à un homme. Mais philosophiquement, il n'y a rien. Cela, nous avons fait aussi par rapport à nos religions. C'est-à-dire que dans les églises de rebelles, nous prendrons aussi des décisions par rapport aux nuisances sonores. Nous demanderons aussi la formation de ces pasteurs. Nous regarderons. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs congolais, pour la plupart, nombreux sont accusés de pédophilie, d'infidélité et notamment aussi des menteries. Donc, il faudrait... Il n'y a aucune politique claire. Quelqu'un est malade au Congo-Brazzaville, la première des choses qu'on lui demande, c'est d'aller voir un pasteur. Le pasteur va lui faire n'importe quoi. Quand la maladie s'aggrave, on lui dit non, c'est moi, je ne peux plus aller à l'hôpital. Quand vous amenez à l'hôpital, c'est trop tard. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va voir le pasteur, on lui donne 3 000 francs, il est possible de le garder. Donc le pasteur va prier pour la personne. Mais de l'autre côté, la personne est malade. Donc, entre-temps, il va aller à la maison, avec la foi, on dit qu'il y a un bataille. Aujourd'hui, il y a un bataille demain, mais la personne souffre de la fièvre typhoïde. Mais la fièvre typhoïde, il faut qu'un médecin l'examine, qu'on sache qu'est-ce qui ne va pas, qu'on évalue l'état de la progression de la maladie. Personne ne le fait. Mais après, on accuse quelqu'un.
donc un membre de la famille. Mais ça, ce sont des éléments et des mots qui naissent que dans des sociétés pauvres. Donc dans une société pauvre, vous arrivez à conquérir et à capter l'attention des gens dans ces situations-là. Nous allons mettre fin à tout cela. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Tous ces messieurs qui sont dans la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville vont dans les églises de réveil du dimanche. Et pourquoi tu as vu un pasteur va voir Dominique Okemba dans une église, et puis il parle en langue, et puis Dominique Okemba non, allez, Koya. Non, pourquoi? Mais parce qu'il a un costume cravate bien propre, et puis dans la caisse, Dominique Okemba va mettre 100 000. Donc, et aujourd'hui, ça devient même dangereux. Aujourd'hui, ça devient même dangereux parce qu'on a des hommes de Dieu, c'est-à-dire ces pasteurs-là, on a des pasteurs qui se lèvent, qui disent qu'ils ont eu des révélations que Dieu, notamment, a réalisées à leur égard. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui doit continuer à diriger le Congo. Donc, je pense qu'il faudrait mettre une finitude à l'embrouillage un peu qui existe dans ce monde religieux. Ils sont aujourd'hui au Congo-Brazzaville, ces pasteurs-là, parce qu'en fait, il y a une opportunité de se gaver financièrement. Donc, ils peuvent dire, aujourd'hui, Dieu est devenu bavard. Dans l'Ancien Testament, ceux qui lisent, ceux qui maîtrisent la Bible, mais l'Église catholique on est l'Église protestante, l'Église de l'armée du salut, et orthodoxe. Dans la théologie, Dieu ne parle pas n'importe comment. Mon cher, Dieu est un témoin silencieux. Vous ne pouvez pas venir chaque jour à l'église, vous vous réveillez, un pasteur, Dieu lui parle tous les jours. Mais depuis que Dieu parle à ces églises de rebelles-là, nous n'avons pas vu un changement dans la vie de ces fidèles qui vont à l'église tous les jours. Dieu leur parle, est-ce que la finalité de Dieu, c'est que moi, Nabima Poto? Ou bien que tu sois bien là où tu es? Donc tout ça aussi, c'est quoi? C'est un manque de politique, de la gestion des cultes aussi. Donc c'est encore une grosse erreur du ministère de l'Intérieur et des cultes. Alors, aussi, il faut le dire. Alors, ce sont des erreurs que Dave Mavula, le candidat de l'audace, va se battre notamment à éradiquer. Mais tu sais pourquoi? Mais je vais te donner comment on va le faire. Quand lorsque les Congolais commenceront à travailler, le Congolais il va se former. Le Congolais tous les jours, il va le matin au travail. Le Congolais ira à l'école. Les enfants vont aller à l'école. Les églises vont se fermer automatiquement parce qu'on ne pourra pas les avoir du lundi au lundi. Parce que le matin, quand ils vont à l'école, il faut qu'ils rentrent. Demain matin, il faut qu'ils travaillent les devoirs. Après, il faut aller. Ceux qui vont au travail, ils vont travailler à 17h, ils rentrent, ils ont leur vie de famille. Demain matin, il faut repartir à l'école. Ils n'auront pas le temps d'aller de midi à 23h dans une église, écouter un pasteur qui leur gave de conneries. Donc les églises vont se vider sans problème. Et nous allons revenir à la raison. Ou une église pour aller parler à Dieu, on n'a pas besoin d'aller de 8h à 10h. L'église catholique aujourd'hui, la messe au Congo-Brazzaville, c'est 2h. 1h30 maximum. Après, quand le scolaire populaire rentre dans sa tranche de louange, allez, on peut aujourd'hui arriver à 2h. Mais allez voir à l'église catholique, vous ne trouverez pas une messe qui a commencé de 10, sauf s'il y a des campagnes de renouveau charismatique. Mais vous ne trouverez pas une messe qui va durer de 8h à midi. À l'époque, les gens qui le faisaient, à l'époque, je vais te dire, les gens qui juraient dans les homélies, il n'y avait que 2 personnes au Congo-Brazzaville. Il y avait Monseigneur Batantou, Monseigneur Godefroy Émile Poitiers. Parce qu'ils aimaient parler au peuple. Et aujourd'hui, avec le temps, et ça, les gens savaient que quand c'est Monseigneur Poitiers qui va parler au Batantou, donc il faut bien manger. Parce qu'ils vont parler. Mais ils vont parler de quoi? Ils vont parler de la société. Ils vont nous parler de la formation. Ils vont nous parler de la vie, de la dépravation des mœurs. Ils vont dénoncer de la politique. Ils dénoncent, l'Église dénonce. Parce que le bien du peuple leur incombe. Et il est de leur responsabilité de préserver la conscience, la sainteté de l'esprit de ses fidèles. Et donc ça va finir ces histoires-là. Aujourd'hui, c'est parce que la pauvreté amène la pauvreté. Et c'est parce que leur s'enrichit. Je vais encore aller plus loin. Aujourd'hui, l'église catholique, par exemple, ou l'église kimbangiste et protestante hier, aujourd'hui, si vous partez au Congo, vous sillonnez le Congo, et même l'Afrique, vous trouvez que ces maisons-là, ces églises-là ont construit. On construit des maisons de formation, des séminaires, les armées du salut sont là
pour la santé. Les kimbanguistes ont des cadres. À l'époque, il y avait la lutte entre l'école publique et les écoles privées tenues par les églises. Et donc, il y avait la lutte de ces cadres-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Un pasteur est milliardaire, mais n'a même pas n'a pas d'orphelinat. Le pasteur a plus de voitures, 5 téléphones, des gardes du corps, belles voitures, costumes, cravates. Ses fidèles sont ruinés, sont pauvres. Mais alors, qu'est-ce que le pasteur? Le pasteur doit se dépouiller pour que les autres s'élèvent. Il est là pour l'émancipation. Je sacrifie tout pour que les autres trouvent le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on constate? On nous ramène une théologie que le pasteur doit être bien, les fidèles doivent crever de faim. Non, ça ne se passera pas comme ça après. Il faut que ça change. Donc nous avons juste, en fait c'est juste l'application de la réglementation qui existe, que nous mettons en place. Et la conférence nationale avait défini beaucoup de choses. Nous allons juste reprendre, faire évoluer par rapport au temps d'aujourd'hui et amener à l'exécution. Donc nos forces armées congolaises, la police et la gendarmerie feront leur travail pour faire respecter les règles de la République. Alors, il y a Roman Perrin qui dit on n'a même pas besoin de programme pour ça. Normalement, tous les Congolais de l'étranger doivent voter. Alors, il était en train de cautionner un peu ce que tu as dit. Bonjour, Stavel James. Alors, il y a aussi au Congo, notamment la prostitution, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et tout cela est le résultat de la pauvreté et du manque, notamment de la bonne gouvernance dans notre cité, qui est bel et bien visible. La misère pousse notamment plusieurs Congolaises à se livrer facilement au premier venu qui a de l'argent. Quelle sera donc la politique de M. Dave Mavula, le candidat de l'audace, pour lutter contre cette prostitution-là qui se réalise au Congo et qui même touche aujourd'hui des mineurs? Parce qu'il y a des filles mineures qui se prostituent par misère pour avoir quelques sous, des hommes qui ont peu quelques sommes à les donner pour simplement coucher avec eux. Mon cher ami, deux choses. Un, donner d'abord du travail aux Congolais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a formé, sensibilisé et donné du travail aux Congolais, mon cher ami, lorsque les parents sont responsables, c'est-à-dire qu'ils ont leur salaire tout le mois, mais bien payé, les parents vont encadrer mieux leurs enfants et donc vous aurez une diminution automatique aussi de cette prostitution. Ça, c'est un. Deux, c'est aussi les ayants droit. Les premiers abonnés à ces petits quartiers, ou encore, comment on appelle ça, les Mbappé dans nos cités, c'est aussi lesquels? Mais c'est les gens qui sont aujourd'hui dans les cadres du Congo. Mais il y a aussi les gens de la diaspora. Non, il n'y a pas seulement les cadres du Congo. Il y a aussi des gens de la diaspora qui quittent notamment l'Europe ou simplement le Canada ou les USA, qui vont pour les vacances au Congo et qui profitent simplement avec leurs sous à être des infidèles. C'est parce qu'il y a la misère. C'est-à-dire qu'ils profitent de la misère. Quand tu arrives au Congo et que tu sens bon, tu as pris tes parfums chez Lidl qui coûtent 1,25 €, et puis bon, là-bas tu sens bon. Et donc comme tu sens bon, tu as beaucoup plus ce qu'on appelle de l'emprise sur celui qui n'a pas. Même dans nos propres familles, quand tu arrives, tu peux envoyer quelqu'un, tu habites en Kouikou, tu dis tu vas en ville à pied, va me chercher telle personne, il va aller à pied. C'est ça le problème. Tu as de l'emprise sur la personne. Quand tu as de l'argent, tu as de l'emprise. Donc pour toi, c'est normatif que les Congolais qui ont de l'argent quittent l'Europe, le Canada ou les USA pour aller aussi faire la prostitution au Congo? Mon cher ami, nous savons aussi que les hommes politiques congolais payent des filles en Europe qui vont passer des week-ends moyennant 5 000, 6 000 euros. Oui. Donc, tu vois, mais ça c'est quoi en fait? C'est juste une question de besoin. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que nous allons demander à la justice et à la gendarmerie
gendarmerie et la police nationale de faire son travail, de lutter contre cela avec des lois claires, nettes, qui vont punir et le prostitué et le client. Donc on va plus taxer le client. Une fois qu'ils sont taxés une fois, deux fois, la moitié, je pense qu'ils ne reviendront pas. Parce que tu passes au tribunal parce que tes pères et pas enfant, mais tu passes au tribunal pour ça, je pense que tu réfléchiras par deux fois pour le faire. Alors, il y a Roman Perrin qui dit quelle est notamment la stratégie pour le candidat de l'audace, M. Dave Mavoula, pour éradiquer le phénomène bébé noir? Toi et moi, nous avons déjà fait, comment on appelle ça, un direct. Une émission, un direct sur les bébés noirs, oui. Et on n'a pas tergiversé, changé d'un iota notre politique. Le problème des bébés noirs, mon cher ami, le problème du Congolais, c'est qu'il y a les bébés noirs où vous cherchez une solution curative, alors qu'il y a une solution préventive. Laquelle? Ça veut dire qu'ils doivent d'abord corriger la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée doit prendre sa place et ne plus autoriser cela. Ça, c'est un. Deux, c'est des qu'on appelle ça sensibiliser, recenser les points de dangerosité et de résurgence de ces bébés noirs qui sont beaucoup plus des quartiers difficiles. Donc, il y a un problème d'encadrement. C'est des enfants que les parents ont parfois rejetés. C'est des parents qui, parfois des enfants, qui chez eux, le matin, se réveillent, ils ne peuvent pas manger le matin. C'est-à-dire qu'ils ne demandent même pas s'ils peuvent manger, si papa va leur donner le pain ou non. Donc, c'est du débrouillantisme. C'est-à-dire que ça, il faut sortir de cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord reconsidérer ces enfants-là comme étant les enfants de la République. Donc, les reprendre, créer en fait des endroits où on va reconditionner et rééduquer les enfants et faire de telle sorte qu'ils puissent trouver un métier pour leur propre vie. C'est-à-dire qu'une prise en charge, l'État doit prendre sa place et jouer son rôle, de ne laisser aucun enfant congolais dans la rue. Et chaque cause, chaque phénomène a une cause. Le phénomène bébé noir a une cause. La cause, c'est en fait le baromètre de la misère congolaise. Si aujourd'hui le phénomène y est, il faut vous dire que c'est parce qu'il y a j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de l'incertitude. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils se disent, nous, notre avenir est foutu, donc on ne va pas finir comme ça, on finira avec vous. On va marquer notre temps dans cette même misère. Donc nous nous souviendrons des bébés noirs, tout simplement parce que la misère est le phénomène qui a créé les bébés noirs. Est-ce que l'armée, parce qu'il y a... des moyens préventifs. Il y a Roman Perrin qui dit, est-ce que lorsque tu appelles à l'armée qui doit prendre vraiment sa place de la sécurisation nationale dans notre cité, est-ce que ça sera une armée qui va agir comme l'armée actuelle qui n'hésite pas de tuer? Non, non. Vous savez, nous en reviendrons sur... Les lois existent au Congo, c'est-à-dire que chaque corps de métier a une déontologie. Les médecins, les militaires et tout là, qu'on appelle ça, les enseignants, ils ont toujours leur déontologie. Il suffit tout simplement d'appliquer la déontologie militaire. Mais comment appliquer la déontologie? C'est leur faire connaître leur déontologie. Quelle est la place, le rôle et le but du militaire, du gendarme et du policier? C'est de sécuriser. Et aussi être à même qu'à chaque désordre, dérapage, c'est de punir le militaire. Donc il y a une police de police qui doit veiller au bon comportement des policiers, des gendarmes aussi, et il y a aussi la cour martiale pour les militaires. Donc ils doivent veiller au bon comportement des militaires pour jouer leur rôle. Ça c'est la première des choses. Ça veut dire ceci. Mon fils, moi, Aristide Arsène Poitiers, je suis, comment on appelle ça, maire de Tchétché. Et que mon fils, parce que bon, il est né en France, il arrive là-bas, il va ramener son argot et faire n'importe quoi. Le policier va dire, tu me connais? Non, je suis Aristide Junior Poitiers, le fils de M. Aristide Poitiers. Ah non, moi, non, non. Chez nous, ça n'existera pas. Il n'y aura pas de moi dans mon cause. C'est déjà ça en fait. Il a commis une bêtise, vous l'arrêtez d'abord. Alors, et on appelle, il sera auditionné, un juge, présenté à un juge, et le juge doit le juger et décider s'il est fautif. S'il faut aller en prison, il va en prison. C'est pas parce que c'est le fils, il faut qu'on commence par l'exemplarité. C'est-à-dire que, un, la moralisation de la politique, deux, l'exemplarité.
par exemple, pour nous, au Yébi Moto, Moroboye, bon, bâtiment dans la prison de Béni colonel Moroboye, il y a Bazunga, Mwana, Kunabo, ah non, attends, c'est qui le commissaire? Ah non, c'est Levan. Oh, Levan, voilà. Tu sais, tu as mon neveu là en prison. Oh, mais il est fautif. Ah, ben oui, mais tu me sais, rien. Non! Chaque faute sera sanctionnée. Peu importe la personne. Au Congo, on n'aura plus à dire moi n'un tel, moi n'un tel, moi n'un tel. Non. Et ça se... Regarde, moi, nous, on travaille avec... nous sommes dans l'équipe de DEV et je te rappelle qu'aujourd'hui, nous n'accompagnons pas DEV, nous ne sommes pas ce qu'on appelle des profiteurs situationnistes parce que sa candidature a été validée aujourd'hui. Mais l'équipe que tu vois... Non, ça c'est vrai. Depuis longtemps... Non, ça c'est vrai. Toi, depuis longtemps, tu as toujours plébiscité en faveur de DEV. Moi, ça, je peux le confirmer. Donc, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme nous sommes en train d'avancer, mais il nous arrive aussi qu'en tant que candidat, ils nous disent ah non, non, sur ce point-là, moi je ne suis pas d'accord, cette sortie-là, je n'ai pas aimé, là, vous êtes allé un peu trop loin, non, 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 en fait, en gros, non, 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 c'est pas ce que je pense, j'aime pas, c'est tout ça. C'est ça le candidat aussi. Parfois, il dit non, 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 on a déjà sanctionné des gens qui sont allés trop loin, et là, on s'est rendu compte que non, 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 celui-là, il faut le faire, mais donc on a interdit de prendre la parole. Parce que nous pensons que il est juste, quand ça ne va pas, si tu penses que parce que tu es proche de DEV et que tu es autorisé donc à dire n'importe quoi, et quitte à mettre ton candidat en difficulté, tu t'en fous parce que tu es à côté et lui il doit continuer à te couvrir. Non. Si moi je dis des bêtises, DEV va passer à la télé, va dire je désavoue ce qu'Aristide Arsène Poitiers a dit. Ok. Voilà. Ce qui est déjà à féliciter. Il a parlé de lui et non de moi. Ce qui est déjà à féliciter pour le candidat de l'audace, M. Dave Mafoula, c'est qu'on le veut ou pas dans l'histoire du Congo, il ne sera pas dans les oubliettes parce que c'est une première, s'il faut ainsi dire, qu'un jeune de la diaspora qui notamment au début de cette élection présidentielle n'était pas donné favori à être candidat déclaré à ces élections-là, puisse aller jusqu'au bout de cette conviction-là, d'être candidat à ces élections présidentielles. Donc ça, c'est déjà à féliciter. Il n'y a pas que le DEV. Il y a aussi toute l'équipe aussi de la campagne de DEV qui est à Brazzaville, qui est dans chaque région et dans chaque ville de notre République. Ces gens-là aussi ont fait le choix, sans argent, mais juste parce qu'on adhère à une politique, on adhère à une idéologie, on adhère à une philosophie, on adhère à un management. Et chaque Congolais, chaque jeune qui a intégré, qui rejoint, et aujourd'hui, de plus en plus, rejoint le DAV, tout simplement parce que cette jeunesse-là a compris que, mais finalement, c'est ce que nous voulons, c'est-à-dire que c'est leurs besoins. On a trouvé, on a écouté les attentes et les besoins de la population congolaise en général et de notre jeunesse en particulier. Et qu'est-ce qu'on a dit? On devait donner des réponses, mais nous ne sommes pas des dieux. On ne va pas vous dire que nous avons des solutions toutes faites, mais ensemble, nous allons créer ce qu'on appelle des équipes de projets, de réflexion, pour que nous puissions trouver des solutions sur chaque question et sur chaque situation économique, sociale, culturelle, politique, légale ou socio-culturelle. C'est technologique. C'est ça que nous avons pensé. Mais mon cher ami, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, tu as cette jeunesse qui vient, qui parle, bien que maltraitée, bien qu'intimidée, mais qui nous disent, mais grand, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ils travaillent. Regarde comment nous sommes en train de travailler comme les chrétiens de la première heure, c'est-à-dire que c'est toujours dans l'anonymat. Et les gens, mais il y a beaucoup d'anonymes, je le dis aujourd'hui. Et je demande aux Congolais que soyez encore autant d'anonymes autour de la candidature de DEV dans ces dernières semaines de campagne, pour que nous puissions débouter, nous puissions désavouer, nous puissions contredire comment on appelle ça, le soi-disant un jour chaos qu'on nous demande aujourd'hui, que nous promettent aujourd'hui le pouvoir de Brazzaville. Même si ils vont annoncer les résultats, mais dans leur conscience cognitive réfléchie, ils se rendront compte que oui, les jeunes ont une idée de ce que nous faisons ne correspond pas aux attentes de la population congolaise. Et la personne qui a su écouter les Congolais, qui a su répondre aux attentes des Congolais, qui a su parler aux Congolais, c'est Dave Ifem Mafoula, qui aujourd'hui
offre une solution de développement et un espoir aux Congolais. Il y a Roman Perrin qui dit que le candidat de l'audace, Dave Mavula, a toute notre confiance et Merci. on croit qu'il va nous surprendre ici en République du Congo. Alors, ma dernière question serait sans doute une question palabreuse qui m'a été aussi envoyée par une Congolaise qui pense que il y a notamment au Congo des couples qui se forment. Souvent, ces couples-là se forment loin de la respectabilité des normes promulguées dans notre société pour être un véritable couple ou pour être un couple considérable aux yeux de la famille. C'est-à-dire que pour elle, elle dit qu'il y a au Congo plusieurs couples qui naissent où la dot n'est pas réalisée, où sans doute le mariage n'est pas existentiel. Donc, pour elle, elle aimerait donc savoir, face à ces couples-là qui souvent, lorsque le mari meurt, la famille a toutes les autorités pour notamment froisser même cette femme-là, pour parfois ravir les biens que ce couple-là a pu notamment réaliser ensemble ou construire ensemble. Elle aimerait savoir, face à ces couples où la dot n'existe pas, où le mariage n'existe pas, quelle sera la politique de Dave Mavula? Parce qu'il y a quand même des problèmes qui sont réalisés envers les femmes qui perdent leur mari, qui vivent notamment en couple avec ces maris qui ne les ont pas dotés, qui ne les ont pas mariés. Donc, quelle est la solution que le candidat de l'audace peut octroyer face à une telle problématique sociétale? D'accord, merci. C'est une très bonne question. C'est une question de société, mais c'est aussi une question de l'évolution de notre société. Notre société évolue, le monde change, mais les mentalités et le poids de la tradition n'évoluent pas. Au Congo, nous avons ce gros phénomène où les Banabankadi, comme on les appelle, à la mort donc d'un des parents, surgissent et se vantent d'être l'autorité nécessaire pour distribuer ou encore récupérer le bien de l'oncle au détriment même des enfants. Il n'y a pas que même les mamans, la femme à qui on maltraite, mais les enfants aussi de ce part. Tout en sachant que ce monsieur qui meurt, qui laisse des enfants et sa femme, ont sacrifié beaucoup de choses pour construire une maison. Chaque fois qu'on construit une maison, c'est une décision familiale. Moi, mon père, quand il construisait, il nous disait toujours, bah, écoutez, là, on va construire l'annexe, mais ne me demandez pas trop ça. C'est-à-dire que ce soit nos mamans, que ce soit en fait nous les enfants, nous avons consenti à ces sacrifices-là. Mais il arrive qu'à la mort de votre père, vous avez des neveux qui vont vous dire, ah non, vous devez, c'était notre oncle. Non, la société change et la société a évolué. Pour nous qui sommes en Europe aujourd'hui, ces mêmes Congolais qui sont en Europe, ils savent très bien qu'aujourd'hui, avec nos enfants qui sont ici, aucun Mwananka viendra dire à nos enfants que non, sortez de la maison de votre papa ou bien la voiture là je prends. Moi j'ai rien. Déjà on a même cette problématique quand on dit à nos enfants qui sont nés en Europe que non, ça c'est mon cousin, mais comme nous au Congo il n'y a pas de cousin, on lui dit que non, ça c'est ton papa. Et mon fils me dit non, c'est pas mon papa, c'est mon oncle paternel. Il fait la différence entre le père et l'oncle paternel. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Mon cher, les lois existent. Notre code de la famille est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut consentir une seule chose, que dans cette distribution, il y a 15% qu'on peut donner à la famille, et avec les enfants et les femmes. Mais il faut juste mettre en place, d'abord, respecter cette loi. C'est juste l'application aussi de ces lois. Après, c'est de moderniser ces lois, ce qu'on appelle des réformes. Apporter des réformes par rapport à la mentalité de notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une femme, mariée ou pas mariée, ce n'est pas une histoire de mariée. Dès lors que vous avez vécu, déjà en Europe, où vous vivez 3 ans en concubinage, c'est presque un couple. Donc ça veut dire qu'à la mort, la concubine peut, si le monsieur a laissé un mot, de rester
enfants ou faire des choses parce qu'il y avait une vie conjugale. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi ces dots-là aujourd'hui ne sont plus aujourd'hui à la mode. Mais parfois c'est une question de moyens. Parfois, il y a des parents, ils s'aiment, mais le monsieur est au chômage depuis 20 ans. Mais la femme vend des beignets. Et quand tu vas voir la famille, on te demande, au lieu de te demander 50 000 francs, comme le dit notre code de la famille, mais tu vas entendre quand la facture arrive, c'est le tout compris, vous êtes à 1 million. Mais lui-même, son quotidien, c'est 10 000. Comment il va épouser cette famille? Ils s'aiment. Ils ont des enfants. Est-ce que nous allons conditionner l'amour par la dot? Elle est un sacrement, c'est vrai. Elle est ce qu'on appelle la matérialisation, ce qu'on appelle une approche factuelle qui matérialise en même temps la relation. Ce qui permet aujourd'hui à nos familles, bon, mon oncle ne peut pas venir chez moi parce qu'à Balayété, ou je ne peux pas te respecter parce que je ne te connais pas. D'accord. Mais il faut tenir compte aussi des circonstances et des situations. Cela étant, lorsque les parents, les enfants, il faudra tout simplement qu'on applique. Aujourd'hui, nous le voyons, dans les familles assez développées, vous ne verrez pas ces situations-là. Vous ne verrez pas demain matin Dominique Okemba aller cracher sur Christelle Fassouguessou. Non, c'est le fils. Donc ça veut dire que dans des familles assez développées, on a une autre mentalité de cette relation d'héritage. Donc nous, aujourd'hui, il faudra aussi qu'on enseigne, qu'on sensibilise nos parents que non, tchakou, tchangana, tchangana. C'est-à-dire que la famille existe, vous avez une part de votre solution, de votre vie, mais il y a mes enfants que j'ai aimés. C'est-à-dire que si j'ai construit ma maison, ou bien encore j'ai garanti un avenir en créant des petites sociétés, pour que ma famille, mais cette famille, quand les parents parlent de ma famille, c'est d'abord sa femme et ses enfants. Après, souvent, vous constaterez que souvent quand on grandit, les neveux, on les accompagne. On finance leurs écoles. Les neveux, on donne aussi parfois, je donne l'exemple de mon père. Mon père, de son vivant, par exemple, a pris une parcelle, a donné à ses neveux et nièces. Mais pourtant, quand il est mort, on veut nous rappeler autre chose. Mais est-ce que Francis Kinganga dit... Mais remettez la parcelle que papa vous a donnée. Francis Magloire Kinganga dit, est-ce qu'il ne faut pas seulement abolir cette loi? Non, ça dit que... Laquelle? En fait, c'est une conception naturelle. Ça dit qu'aujourd'hui, c'est traditionnel. Ça dit qu'au Congo, on tire la tradition lorsque ça nous arrange. Donc, ça veut dire que lorsque la personne est malade, il y a quelqu'un qui est donc occupe-toi. Ça, c'est pas un problème. Ton mari est malade, gravement malade, tu vas à l'hôpital, toi-même tu souffres à l'hôpital, tu le nettoies, tu le arranges et tout le reste. Dès qu'il meurt, les neveux arrivent. C'est notre oncle. Il devient tout beau. Parce que derrière, ils savent très bien qu'il a laissé 4 parcelles, il a laissé 6 voitures, il a laissé 3 millions, 6 millions, 10 millions dans son compte. Mais lorsqu'il a laissé rien, moi j'ai laissé les locataires, il y a des dettes. Aucun membre de la famille va voir aussi le propriétaire pour dire, écoutez, notre neveu, ou bien notre oncle vivait chez vous, il est mort, il a laissé une dette de 300 000, nous, la famille, on prend l'engagement de payer. Non. On va dire, les enfants et la femme, payez votre maison. Donc, c'est équilibrer cette loi, cette relation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des dettes aussi, que ces familles-là, ces neveux-là aussi prennent la charge de payer aussi les arriérés de maison lorsque le parent meurt. Ou bien de partenaires, dans le couple, il y a le monsieur ou le mari arrivé à mourir. Personne ne le fait. C'est ça la réalité de notre tradition. Nous tirons la couverture là où ça nous arrange. Vraiment, Arcide Poitiers, ça a été pour moi une joie de te recevoir. Et tu le sais très bien que ça a toujours été une plaisance de ma part de pouvoir te recevoir dans ce direct-là. Et je pense que la course est encore longue. Ce que nous pouvons sans doute demander à vous qui soutenez le candidat de l'audace, c'est simplement de ne pas baisser les bras. Donc il y a Francis Magloire qui dit que le code de la famille congolais doit changer. Et il y a Roman Perrin qui dit que lui, il pense qu'il faut juste améliorer cette loi. Donc, aujourd'hui, Dave Mavoula, c'est le candidat de l'audace.
c'est notamment ce jeune qui a osé et qui refute simplement qu'on puisse dire qu'au Congo, il n'y a pas de jeunes qui osent. La dernière vraiment des questions est celle donc de savoir pourquoi il s'est notamment prétendu être le candidat de l'audace. Pourquoi l'audace? Pas pourquoi alors, simplement le candidat de la jeunesse. Exact. Mais pourquoi l'audace? Mais parce que vous avez entendu Ayesa. Ayesa dit, moi, Namokiazo Sakanana Moto. Donc ça veut dire qu'il est improbable qu'un jeune de notre République puisse oser défier, dénoncer. En fait, c'est la candidature de la dénonciation. C'est la candidature de l'insatisfaction. C'est la candidature comment on appelle ça, du soulèvement national. Plutôt qu'aujourd'hui de faire comme les ninjas, de faire comme les cobras, de faire comme les cocoys, on ne prend pas des armes. Mais on s'est armé mentalement, on s'est armé intellectuellement, on s'est armé philosophiquement, on s'est armé politiquement pour venir contrer l'idéologie de la facilité, de la corruption, de la complaisance, de l'injustice. En fait, c'est cette idéologie-là des ayants droit pour rentrer dans l'idéologie de l'autonomie, de l'objectivité, pour faire adhérer les Congolais à la notion du travail, de l'égalité, de l'équité, de la transparence. Parce que nous pensons que pour que je vive bien, il faut que mon voisin soit heureux. Lorsque chez moi j'écoute Fali et que mon voisin écoute Kevin Mbwande et que l'autre là-bas écoute Roga Roga et que l'autre là-bas écoute Tchala, moi, le problème c'est que, voilà je me dis, mon quartier vit dans le bonheur. Mais plutôt que de voir sur moi, je suis dans l'opulence, mon voisin d'en face n'a même pas de quoi manger, mais moi, je rentre gaillardement avec des RAV4 et des Range verts qui coûtent des millions, je crée de la haine et de la jalousie. Et ça, le pouvoir congolais ne comprend pas. Maintenant, si c'était mérité, c'est autre chose. Mais expliquez-moi la méritocratie de Julien Sambende. Expliquez-moi la méritocratie de Willy Toka. Expliquez-moi la méritocratie de Wamba. Expliquez-moi la méritocratie de qui encore. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui... de Denis Christel Sassou Nguesso. Il défie même Dieu. Il devient des demi-dieux. Vous vous rendez compte? Donc ce sont des surnoms qu'on doit bannir dans notre société. Mais bien sûr, ça dit que c'est ça. Ça dit que ce qu'on appelle des profiteurs situationnistes. Parce que quelqu'un de ton entourage est devant, et toi tu penses que toi tu... C'est-à-dire aujourd'hui, un BD peut injurier un général au Congo. Aujourd'hui, Gildas Mbende ou Willy Toka peut injurier un colonel au Congo-Brazzaville. Parce que le colonel aura peur non pas de son général ou de chef de camp ou son chef d'état-major. Les militaires congolais ont plus peur des enfants de Denis Sassou Nguesso et du pouvoir que les généraux, leurs chefs de péloton ou de je ne sais pas quoi. C'est ça le problème au Congo-Brazzaville. Et nous disons non, non, non. Et voilà le DEF Mapoula, c'est de dire aux Congolais, chers amis, ce que vous vivez, ce que vous voyez, moi aussi je vis ça, je vois ça, et maintenant on va dire ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? C'est fini ça. Nous avons aussi droit au bonheur. Nous avons aussi droit de jouir de nos droits. Nous avons le droit de vivre au Congo paisiblement. Nous avons le droit de bénéficier de ce beau pays que nous avons eu la grâce que Dieu nous a donné, avec peu d'habitants, autant d'espace, c'est-à-dire que nous pouvons vivre gaillardement, sans pourtant s'inquiéter et avoir l'assurance que le policier me protège, le gendarme veille sur ma sécurité, l'armée veille sur notre pays, je peux sortir du Congo, je peux aller à Cam 4, je peux aller à Mukondo, à Bakongo la nuit à 1h du matin, rien ne va m'inquiéter parce que je sais qu'il y a des patrouilles de la police qui circulent, ils vont me voir dans la rue, ils vont me sécuriser, et je vis bien. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Non. C'est pourquoi je pense que il était temps d'oser, et la preuve c'est que tu l'as dit, au commencement de cette candidature, nous avons fait, on était la risée des voisins. Les gens se sont moqués de nous. Donc nous étions dans la situation de François Hollande qu'on appelait M. 3%. D'abord aujourd'hui on nous prédit 1%. Mais par contre, les gens quand ils se rendent compte de la ferveur de notre jeunesse, ça commence à inquiéter. Mais parce que la jeunesse a adhéré
nous sommes venus à eux tels que nous sommes, en leur disant la vérité. Nous, déjà pour nous déplacer, nous vendons à nos amis nos t-shirts. Vraiment, vous avez les félicitations de Francis Magloire, qui notamment dit que tu as tenu un bon discours, qu'il soutient Dave Mafoula, le candidat de l'audace. Donc, il dit félicitations à lui. Et tu as Yann Bayoula qui dit vraiment, c'est pas possible dans une vraie démocratie. Les militaires et gendarmes ont plus peur des Gildas Ambenengeso, de Kiki et de Willy Otoka, etc., que de leur chef colonel et général. Donc, il rejoint un peu ce que tu étais en train de dire. Mais tu as eu ici à dire des propos que je trouve sans doute audacieux, parce que tu dis que Gildas Ambenengeso, qu'on surnomme aujourd'hui demi-dieu, ne mérite pas d'être surnommé ainsi. Pour toi, c'est une insulte à notre progrès. Concrètement, bien sûr. Pourquoi? Mais regarde, on dit demi-dieu. C'est-à-dire que, alors, prenons, c'est une injure aux croyants. C'est-à-dire que Gildas Ambenengeso, il est devenu demi-dieu. Maintenant, prenons le parcours de Gildas Ambenengeso. Qu'a-t-il fait pour mériter cet argent-là? Rien. Qu'on m'explique aujourd'hui, quel est son parcours? Allez, bon, l'école, c'est pas toujours ça. Aujourd'hui, un bon mécanicien organisé peut devenir un milliardaire. Dites-moi, qu'on m'explique, qu'est-ce que Ambenengeso a fait pour qu'il mérite aujourd'hui l'argent qu'il distribue à Pointe-Noire, à Brazzaville, dans chaque ville qu'il parcourt? Dites-moi, qu'on m'explique. Mais non, on m'explique la difficulté des Congolais qui se réveillent tous les jours à 5 h du matin pour aller au beach, pour aller acheter les poissons pour venir vendre au marché de Total, au grand marché de Pointe-Noire, au grand marché de Tchétché, au marché de Dolizy, dans la route du Nord. Tous ces mamans commerçantes-là qui se réveillent le matin pour avoir par jour 7000 francs CFA par jour. Ambenengeso, parce que tout simplement, fils d'eux, et ayant droit, bon, il devient un demi-dieu. Mais c'est du blasphème. À l'époque des Juifs, ce monsieur-là, on devait même appeler Barabbas, et puis décider qui voulez-vous qu'on crucifie, Barabbas ou bien le demi-dieu. Mais je pense qu'il serait crucifié. Donc, en réalité, Gildas Ambenengeso n'est pas le demi-dieu du Congo, mais le Barabbas des Congolais. Ben, bien sûr, c'est un voleur. Donc, le Barabbas des Congolais. Mais par contre, face à la crise et face à l'influence de ses parents, donc on oublie qu'il est Barabbas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crucifie Jésus et on libère Barabbas. Ce qui fait que ça lui permet de continuer à faire ce qu'il a à faire. Mais lui-même, il sait que ce soit aujourd'hui ou demain. C'est un jeune. D'ici une dizaine d'années, lui-même, il regrettera de porter le nom de Sassou Nguesso. Et même, on lui dira, là, le demi-dieu, il va dire, non. Il ne sera plus, il va dire, moi, je m'appelle Ambédé, on va enlever de Sassou. Parce que la question que moi, je me pose aujourd'hui, et je le dis à toute la famille de Sassou Nguesso, quelle est la portée historique que la famille de Nguesso se diront demain, nous serons fiers de porter le nom de Sassou? Quand on va faire le bilan historique, quand on va commencer à écrire, les historiens prendront le temps et le soin de parler de l'action de Denis Sassou Nguesso en tant que tel. Et je vais te dire lesquels les historiens qui le feront. Ce n'est pas les historiens venus d'ailleurs. Ce sont les mêmes personnes qui côtoient Denis Sassou Nguesso qui réécriront l'histoire. Je vais te raconter une histoire. Quand on voit aujourd'hui Aziz Dominique de Marseille, par exemple, parler aujourd'hui soutenir Denis Sassou Nguesso, après depuis un moment on ne l'entend plus. Mais moi je me souviens, en 1992, qui a révélé aux Congolais que Sassou Mbelaka Makila? C'est des écrits, à l'époque il avait un journal qu'on appelait La Marseillaise. Il a écrit que lui il voyait des pétisseurs béninois venir au palais, Sassou boire du sang. Qui l'a fait? Qui l'a révélé? Ce pas des gens mais nous on ne connaissait pas Denis Sassou Nguesso, on ne le côtoyait pas. Mais ce sont les gens qui côtoient Sassou Nguesso qui demain nous révéleront l'insupportable temps qu'ils ont eu à côtoyer les Nguesso. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils sont muselés et ils se disent le moment viendra de sortir de notre silence parce que pour l'instant, nous avons encore l'arme à la nuque et le regard
des sbires du pouvoir qui sont capables de venir t'enlever, te mettre en prison gratuitement. Donc c'est des lâches. C'est ça la différence entre les lâches et les malandangoulos qui sont autour de Denis Sassou Nguesso et l'audace qui est en train de dire je refuse cette facilité, je pense que si je veux réussir, je ne veux pas réussir seul, je veux réussir avec. Voilà, et je veux réussir ensemble dans cette direction de formation et d'équité et de transparence. Est-ce que une fois Dave Mafoula élu président de la République du Congo, il va songer à toutes ces familles congolaises qui notamment ont été victimes de la barbarie de ce pouvoir-là? J'entends par là notamment des gens qui ont osé peut-être renverser ce pouvoir-là d'une manière non démocratique ou d'une manière démocratique, mais qui ont subi notamment de la part de ce pouvoir despotique une vengeance féroce. Et ces familles-là ont été obligées de quitter le Congo pour se réfugier à l'étranger. Est-ce que si Dave Mafoula est élu président de la République du Congo, il va songer à ces familles-là, qu'on le veut ou pas, sont aussi des Congolais et ils n'ont pas droit à subir des actions que leurs géniteurs ont réalisées? Beaucoup de choses. Et nous avons dit, nous l'avons déjà annoncé et nous le dirons et nous continuerons à le dire. Nous avons pris un engagement que le Congo prendra toutes ses responsabilités face à toutes les injustices politiques subies par les Congolais. Nous prendrons aussi cet engagement avec la famille de Pascal Lissouba, donc de rentrer en concertation pour le rapatriement du corps de Pascal Lissouba et pour que nous puissions unanimement, les Congolais, peu importe le bilan de Pascal Lissouba, Pascal Lissouba a été un président élu de notre République. Et donc, sa place est dans ce pays qu'il a dirigé. Et nous pensons aujourd'hui, avec tous nos amis de l'UPADES et la famille biologique de Pascal Lissouba, c'est d'entrer en concertation pour rendre un hommage mérité à ce fils du pays. Peu importe le bilan et le regard que nous pouvons avoir sur Pascal Lissouba, sur son action et tout le reste. Mais aujourd'hui, nous savons aujourd'hui, il y a eu un moment de notre vie, de notre État, de notre République, de notre histoire, les Congolais sont allés aux urnes et ont élu Pascal Lissouba. Et nous pensons que la place de Pascal Lissouba n'est pas à Perpignan. La place de Pascal Lissouba est à Tingidi, où nous devons faire une place pour lui, afin que son âme repose dans la terre de ses ancêtres, à côté de sa mère, Marie Bouaka. Voilà ce que nous pensons déjà. Et avec toutes il n'y a pas que les familles, les actions politiques. Il y a eu aussi au Congo-Brazzaville des bavures policières qui sont nées de l'injustice, d'une mauvaise interprétation. Nous avons eu des enfants de notre République qui sont tombés. Merveille Banzozila. Face aux injustices. Et donc nous pensons que nous mettrons en place un colloque où nous allons réfléchir comment faire de ces enfants-là, c'est-à-dire que l'État doit prendre en charge, comme ce qu'on appelle des pupilles de la République, tous ceux qui ont subi des injustices, qui sont morts pour le Congo, pour l'amour, et qui ont versé leur sang pour l'amour du Congo. Merci Aristide pour ce temps accordé et pour notamment cette audace que tu as eue de venir répondre à toutes les questions que les palabreurs et les palabreuses m'ont envoyées. Reviens comme tu veux. Bonne chance notamment à ce combat majeur que vous menez pour la conquête du pouvoir, qui n'est pas un combat moindre et surtout qui demande de l'audace. Mais comme vous êtes déjà audacieux, je suis heureux de ne savoir que vous dire courage et sans doute de vous féliciter parce que peu importe le résultat, vous avez déjà marqué l'histoire. L'histoire retiendra. Dave Mafoula, le candidat de l'audace, a osé et a notamment été un Congolais qui a refuté que le Congo puisse davantage descendre plus bas que bas. Merci. Merci à toi, merci encore pour ce temps que tu nous accordes et nous demandons tout simplement aux Congolais de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, d'aller voter en âme et conscience. Les militaires sont en train de voter aujourd'hui au Congo-Brazzaville et nous sommes aussi convaincus que les militaires ne se laisseront pas aveugler, ne se laisseront pas abrutir, ne se laisseront pas influencer et que ces résultats-là devront, quoi qu'il arrive,
désavouer et désabuser en fait ces hommes qui pensent qu'ils peuvent toujours influencer l'issue des votes des Congolais. Le Congolais est mature, nous le disons depuis le début de cette campagne. Le Congolais est responsable, nous le disons depuis le début de cette campagne. Et le Congolais est intelligent. Et nous savons que le Congolais est rusé. Et alors, peuple congolais, usez de votre ruse et de vos esprits pour débouter ce que vous concevez comme étant une injustice, ce que vous concevez comme étant un désabus de votre confiance, ce que vous concevez comme étant une inconsidération de votre être, de votre fierté, ce que vous concevez comme une prostitution de votre nationalité. Nous vous disons que si vous voulez que nous devenions fiers de notre pays, nous devenons fiers du Congo, nous assumons ensemble notre histoire, c'est le moment, et c'est toujours au moment des votes, c'est le seul arme que nous pouvons vous conseiller. Nous ne conseillons ni la violence. Quand on vous provoque, laissez passer. Nous ne demandons aucune violence. Nous n'invitons à aucun discours pervers. Mais nous demandons juste une seule chose. Nous dénonçons la vérité, nous disons la réalité, et nous demandons aux Congolais, soyez des sophistes, usez de la ruse et de l'astuce pour convaincre, pour rendre hommage à nos parents, à nos ancêtres qui sont morts pour le Congo et qui, dans leur tombe, quand tu regardes l'état du Congo, ils se retournent dans leur tombe, et à vous, donnez-vous de l'espoir à vous-même et notre jeunesse, et à vous, nos anciens. Chers amis, les Congolais aujourd'hui qui avaient aujourd'hui 50, 60, 80 ans aujourd'hui, il est temps de ne pas mourir en regrettant de n'avoir pas fait l'essentiel. Il est temps aujourd'hui de rattraper les bêtises. La seule chose qu'on vous demande, ben nous coin dans la vote, ben nous voter. Ben nous coin dans la urne, ben nous voter. Ben nous abaïs qui ben que voter. Bon yindi nini bogosa dans la urne, bon voter. Le moment est venu de dire, même si on va compter, on va le but qui va gagner 80%. Mais n'imité mais na bango. Bah il dit que là, Congolais à la maille de tellement makambo à salbiso. Donc, tu vas se mettre à bango bongo, bobeta bango kawo quand on a urne, mais n'imité mais na bango, bango va le belango. Voilà. Merci encore et à très bientôt. Merci.